Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui pour nos conférences du lundi organisées par le Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a les nouveaux programmes. Donc voilà, je vous laisse les découvrir aussi à l'accueil quand vous sortirez. Aujourd'hui, nous recevons une conférence sur la chimie verte. La chimie verte, c'est un champ de recherche qui a pour objectif de réduire l'impact des produits chimiques sur la santé, sur l'environnement. L'Université de Strasbourg fait partie depuis fin 2024, si je ne me trompe pas, d'un programme qui s'appelle la Chimie verte Académie. C'est un programme d'accompagnement des professionnels et du grand public pour rendre la chimie plus durable et voilà, plus accessible. Heu, pour cette conférence, on reçoit Kathleen Dussart qui est, coordinatrice de la Chimie verte Académie à l'Université de Strasbourg et Stéphane Chassin qui est professeur de chimie à l'Université de Strasbourg. Je vous remercie pour votre attention. Bonne conférence. Merci Margot, bonjour à tous. Donc moi je suis Stéphane Chassin et puis donc je vais vous présenter aujourd'hui ce thème avec Kathleen Dussart. Donc on va se partager le temps de parole. Donc tu parleras un petit peu plus tard, hein, Kathleen. Donc aujourd'hui l'intitulé, hein, c'est la chimie verte, une solution innovante pour un avenir durable. Donc dans ce titre en fait il y a deux termes qu'on va définir ensemble, hein, au cours de cette présentation. C'est la chimie verte, mais ça je vais vous le présenter un petit peu plus tard. Et en fait, on va commencer par le terme durable, et notamment, donc le fil conducteur, hein, ça va être ces deux termes-là, développement durable et chimie verte, pardon. Alors la définition, hein, je pense que peut-être c'est quelque chose que vous connaissez. Donc la définition de développement durable, donc c'est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc ça, c'est une définition qui date de 1987, mais qui est toujours d'actualité, qui je trouvais très claire, hein, donc qu'on continue à exploiter. Et de manière un petit peu plus simpliste, hein, c'est vraiment d'aller vers une organisation de la société pour exister sur le long terme. D'accord ? Alors pourquoi on est arrivé à devoir définir ce mode de développement ? Alors voilà, juste quelques repères, hein. Donc c'est au niveau de la population dans un premier temps. Donc là, vous voyez que pour atteindre le premier milliard d'habitants, hein, sur Terre, en fait, il a fallu attendre jusqu'à 1800 et ensuite après ça s'est accéléré, hein. Il y a eu ensuite, vous voyez que le deuxième milliard, 130 ans après, et ensuite, pour chaque milliard supplémentaire d'habitants, vous voyez que le temps nécessaire est de plus en plus faible. Et donc actuellement, voilà, en 2022, 8 milliards, on a atteint 8 milliards d'habitants. Donc vous voyez que c'est à peu près tous les 10 ans, c'est à peu près la moyenne actuellement. Et à ce jour, en mars 2026, voilà, 8,3 milliards d'habitants sur notre planète. Alors, il y a un diagramme ici que je trouve encore plus marquant. Vous voyez qu'ici, c'est finalement l'évolution de cette population, donc depuis alors 2000, hein, jusqu'à 2020. Et donc ça, c'est très marquant. Et vous voyez que vraiment, on a une explosion démographique, hein, depuis quelques années ici, hein. Ok. Alors, je vous prends juste le cas de l'Inde et de la Chine, qui sont deux exemples qui sont vraiment significatifs. Donc, la population de ces deux pays, elle a triplé en 120 ans. Et Chine plus Inde, en fait, ça fait un tiers de la population mondiale. Alors, bon, désolé, je ne peux pas utiliser bien le pointeur, mais vous voyez qu'en fait, il y a quand même une politique qui est adoptée chez eux, hein, que vous connaissez, c'est que vous voyez qu'on a des maximums qui sont actuellement atteints, notamment pour la Chine, hein. Vous voyez qu'en 2022, ensuite, la population est prévue pour diminuer. D'accord, c'est la prédiction. Donc, eux, leur stratégie, hein, c'est voilà, une diminution de la population. Okay, voilà. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. C'est une stratégie qui est employée par ces deux pays pour diminuer en fait, le nombre d'habitants dans ces deux pays. Le scénario, c'est quoi? Le 10 milliards d'habitants pour 2050 et 11,2 milliards pour 2100. Alors forcément, cette explosion démographique, elle a des conséquences, hein, qu'on connaît. Je vais juste en mentionner quelques-unes. Tout d'abord, alors je ne vais pas vous énumérer toutes les conséquences, hein, mais je vais en choisir certaines. Donc tout d'abord, vous voyez qu'il y a la première conséquence, c'est qu'on a toujours plus de déchets. Okay, donc si vous regardez juste, en fait, vous voyez que vous avez des barres ici, des histogrammes à chaque fois pour chaque pays. Et vous voyez que là, l'information qu'il faut ressortir, c'est que on a quelque chose qui croît. D'accord, on a finalement le nombre, donc le volume de déchets qui croît. Donc c'est de 2016 jusqu'à 2050. Okay, ensuite, ce que vous voyez aussi, c'est que plus la couleur est foncée, plus la masse de déchets par habitant est importante.
Okay, donc ça veut dire que le bleu foncé ici, c'est là où la masse de déchets par habitant par année est la plus importante. Donc ce qui ressort ici, vous voyez qu'au niveau des États-Unis, ici, alors on est à 951 kg de déchets par an, par habitant, ce qui représente 2,7 kg par jour. D'accord, ce qui est déchets domestiques, hein, par personne. Okay, donc voilà, c'est un chiffre que je trouve très impressionnant. Hein. Okay, alors après, je ne vais pas taper que sur les autres, on va aussi voir ce que nous, on donne dans cette catégorie-là. Donc ça, c'est au niveau des États-Unis. Ce qu'on voit, ce qui est important, c'est de voir que ça croît. Hein, d'accord, on est vraiment toujours en croissance par rapport à ce nombre. En Europe, en 2020, ici, vous avez la tendance. Alors, vous voyez que nous, on se positionne. En fait, on est globalement 12e en Europe. Okay, et on se trouve ici. Donc, on est voilà, 1,5 kg de déchets par jour. Okay, alors, je ne sais pas si tout le monde avait conscience déjà de ça, mais c'est beaucoup. Hein, voilà, pour une famille avec plusieurs enfants, vous êtes d'accord, ça va représenter une quantité importante de déchets. Et donc, cette quantité de déchets, elle symbolise finalement le trop de consommation. Okay, alors, ce qu'on pourrait se dire, c'est effectivement, si j'ai ce trop de consommation, si je suis capable de recycler, voilà, il est possible de traiter ces déchets et d'arriver à recycler. Donc, quid justement du recyclage? Donc là, vous avez une autre carte. Hein, donc ça, c'est une carte qui représente en fait le pourcentage de déchets qui est recyclé par pays. Hein. Donc c'est le pourcentage de déchets domestiques. D'accord. Alors si vous regardez, en fait, à nouveau, plus la couleur est foncée, plus le pourcentage de recyclage est important. Okay, donc ce qu'on voit, c'est que le meilleur élève ici, c'est l'Allemagne. D'accord. Ces deux pays-là. Voilà. L'Autriche, là. Oui. La Suisse est un peu moins foncé, là. Ouais. C'est un peu moins foncé, un peu moins bon. Okay, mais ils sont meilleurs que nous. D'accord. Donc nous, on se retrouve, alors on n'est pas ridicule, mais voilà, on n'est pas les meilleurs élèves, je dirais, par rapport au recyclage. Donc ça, c'est le recyclage des déchets domestiques. Alors là, je vais plutôt basculer sur ce qui est plastique. Donc je pense que voilà, vous êtes conscient qu'on utilise beaucoup de plastique. Donc au niveau des plastiques, là, vous avez, alors qui recycle le plus de plastique? Donc là, encore à nouveau, hein, c'est plus c'est foncé, meilleur est le taux de recyclage. Là, vous voyez qu'on se positionne pas très bien. Okay, là, on a un peu de travail. Il y a quelque chose qu'il faudrait il y a quelque chose qui n'est pas encore optimal. Mais encore une fois, vous voyez que l'Allemagne, à nouveau, bons élèves au niveau du recyclage des plastiques. Donc on a finalement trop de déchets, de plus en plus de déchets, mais trop peu de recyclage. D'accord. Donc ça a des conséquences forcément. Hein. Donc il y a des désastres écologiques que vous connaissez. Je pense que vous avez tous entendu parler du 7e continent, hein, qui est le continent poubelle ou plastique. Okay, donc c'est des décharges en fait, hein, des décharges de plastique qui sont dans les océans. D'accord. Là, vous en avez un qui se situe entre le Japon et la Californie, en fait, à savoir qu'il fait 7 fois la taille de la France. Okay, la surface est 7 fois la taille de la France. Okay, et actuellement, en fait, il y a d'autres décharges qui sont en train d'apparaître, hein, dans d'autres parties du monde. Hein. Voilà, vous en avez voilà, il y en a 5 qui sont mentionnés ici, avec des désastres. Voilà, je pense que vous avez tous déjà vu ce genre de choses qui arrivent. Hein. Donc ici, une baleine, hein, qui a avalé du plastique et qui est morte suite à cette ingestion de plastique. Alors, autre conséquence, forcément, cette explosion démographique, elle conduit à toujours plus d'activités humaines. Okay, donc, toujours plus d'activités humaines, on entend beaucoup parler, hein, ce qui est lié à cette activité humaine, c'est le réchauffement ou le dérèglement climatique. Okay, donc là, je ne vais pas en parler beaucoup, hein, mais juste vous dire que actuellement le monde est 0,7 degrés Celsius plus chaud qu'au 19e siècle. Et en fait, peut-être que vous le savez, mais le réchauffement est plus rapide dans les régions polaires. Okay, c'est ce qu'on appelle l'amplification polaire. Et jusqu'à actuellement, hein, il y a jusqu'à 6 degrés de différence en Alaska. D'accord, donc un réchauffement important, beaucoup plus important au niveau des pôles, et notamment en Alaska. Donc ça a des conséquences, hein, notamment la fonte des glaciers. Là, j'ai raté quelque chose, excusez-moi. La fonte des glaciers, il y a d'autres conséquences. Voilà, mais notamment la fonte des glaciers. Hein. Ensuite,
si on essaye de faire le lien, en fait, juste entre le dioxyde de carbone, qui est finalement un des gaz à effet de serre les plus importants, en tout cas le plus abondant, d'accord, c'est pas forcément le plus puissant, mais c'est le plus abondant. Et ici, vous avez la relation qui est notée entre la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone, vous voyez, c'est en fait la courbe noire, ok, et la température à la surface terrestre. Donc c'est ce qui est bleu et rouge, d'accord. Et vous voyez que la corrélation est remarquable entre la concentration en dioxyde de carbone et la température au niveau de la surface terrestre. D'accord. Alors la projection, c'est quoi? Une projection, il y a plusieurs projections plusieurs scénarios qui sont envisagés, plus ou moins optimistes. D'accord. Donc le scénario que je vais vous donner, c'est juste celui, si on ne fait rien, jusqu'où on va aller. Si on ne fait rien, la projection, si on continue comme ça, on aura plus 7 degrés qui sont prédits en 2100. D'accord. Donc vous êtes d'accord que là, il faut agir, c'est sûr, il y a un état de fait. Donc notre trajectoire de développement, elle est clairement insoutenable ou non durable. Okay, et en fait, à tous les niveaux, moi je vous parlerai de la chimie tout à l'heure, mais à tous les niveaux, en fait, tout le monde peut agir, et finalement tout le monde doit agir. Okay, il y a différents niveaux où chacun peut intervenir. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a ce slogan en fait dont on entend beaucoup parler, c'est We need a change. Donc nous avons vraiment besoin d'un changement, plus ou moins radical, mais en tout cas il y a un changement qui doit se faire pour éviter en fait le scénario dont je viens de vous parler. Alors pour justement agir, en fait, on peut adopter ce qu'on appelle des stratégies de développement durable. Okay, alors qu'est-ce qu'une stratégie de développement durable? En fait, une stratégie de développement durable, c'est une stratégie qui repose sur 3 piliers. Okay, vous voyez que vous avez les 3 piliers qui sont les piliers économiques, sociaux et environnementaux. Et ce qu'on voit clairement ici, sur l'image de gauche ici, vous êtes d'accord que si vous enlevez un de ces piliers-là, tout s'effondre. Okay, donc une stratégie de développement durable, elle doit tenir compte de ces 3 piliers. D'accord, je vais vous en présenter une juste après qui est en cours. Et l'autre image qui est à droite ici, vous voyez que vous avez en fait les 3 piliers qui sont social, économique et environnemental. Et en fait, le caractère durable est à l'intersection des 3. Si je prends que l'intersection entre économique et social, je suis ce qu'on appelle équitable. C'est un terme qu'on connaît tous. Okay, économique, social. À l'intersection environnementale, économique, c'est le caractère viable. Okay, ce n'est pas un terme qu'on utilise beaucoup, mais c'est le terme qui est utilisé. Et à l'intersection entre social et environnemental, c'est le terme vivable qu'on va employer. Okay, encore une fois, voilà, la stratégie de développement durable, c'est impliquer de manière équilibrée en fait, ces 3 piliers dans la stratégie. Okay, alors juste pour information, je vous montre un autre type de symbolisme qui est employé, et il est beaucoup employé dans les industries. C'est ce qu'on appelle le triple P. Okay, alors triple P, vous voyez que c'est People, Planet, Profit, donc c'est peuple, planète, profit. Donc ça, beaucoup d'entreprises utilisent ce type de symbolisme. Okay, ça, vous pouvez le trouver. Voilà, en allant sur Internet, on voit beaucoup d'entreprises qui utilisent ça parce qu'elles sont pas mal concernées maintenant aussi par ce type de stratégie, et elles utilisent ce type de symbolisme. Alors, une stratégie de développement durable dont je vais vous parler rapidement. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. En fait, c'est une stratégie, ce sont des objectifs de développement durable qui ont été proposés par l'Organisation des Nations Unies. Et en fait, ils ont été adoptés en 2015 par les 193 États membres des Nations Unies. L'objectif, c'est 2030 avec 17 objectifs, comme vous voyez ici. Okay, alors, je ne vais pas les énumérer tous, mais vous voyez que le premier, c'est pas de pauvreté. Donc, l'objectif 2030, c'est qu'il n'y ait plus de pauvreté dans le monde. Donc, c'est un objectif qui est quand même conséquent, mais c'est un objectif. Vous avez aussi l'objectif 5, donc c'est égalité entre les sexes. Vous avez l'objectif 8, travail décent et croissance économique. Voilà. Donc 17 objectifs. Chacun de ces objectifs, justement, repose sur les 3 piliers dont je vous ai parlé. Okay, et effectivement, voilà. Donc ça, vous êtes d'accord? Adopté en 2015, on est en 2026.
Donc on est à 4 ans d'échéance. Okay, et vous êtes d'accord que là, actuellement, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées les dernières années qui ont sans doute freiné un peu tout ça. Même avec de la bonne volonté, on est d'accord que voilà, tout ne va pas pour le mieux actuellement, donc forcément, ça a aussi eu des conséquences sur ce type d'objectif qui est là. Alors l'État, c'est quoi? L'État, donc ça, c'est un rapport de l'ONU, donc c'est à 6 ans de l'échéance. Donc ce qui est affiché, voilà, c'est ça. En 2024, 20% des objectifs en bonne voie. Donc pas atteints, mais en bonne voie. Donc ça veut dire un cinquième, vous voyez, qui était en bonne voie. 50% affichant des progrès minimes, voire modérés, okay, et 30% au point mort ou en régression. Alors j'ai entendu pas mal, et moi je suis d'accord. Voilà. Les objectifs, je vous assure, je vous encourage à les lire, les objectifs sont très importants. Okay, pas de pauvreté, par exemple, dans le monde, c'est un objectif qui est vraiment important. D'accord. Donc 20% des objectifs en bonne voie, pour moi, c'est quelque chose qui reste, voilà, il faut être optimiste, hein, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Okay, par contre, ces progrès-là, ils ont été entravés, hein, c'est ce qui est affiché dans le rapport. Donc alors c'est plutôt les effets persistants de la pandémie, hein, de Covid-19, aussi l'escalade des conflits, tensions géopolitiques et le chaos climatique, hein, auquel on est confronté de plus en plus, hein, actuellement. Alors, les progrès qu'on peut noter quand même, j'en ai juste noté, c'est combien? 4 là. Donc il y a des nets progrès dans l'accès des filles à l'école, où la parité est atteinte, d'après le rapport. Hein. Aussi dans la lutte contre la mortalité infantile, alors les nombres restent très très impressionnants, mais en fait il y a vraiment une diminution qui est observée, une diminution notable de la mortalité infantile. Alors peut-être que ça tout le monde en est conscient, mais dans la lutte contre le VIH et le SIDA, il y a vraiment des progrès notables. Hein. Et en fait ces progrès-là et les progrès scientifiques qui ont été atteints grâce à ça, bah, ils pourront être utiles aussi pour lutter contre les autres pandémies justement. Okay, il y a une expérience maintenant qui fait que voilà, ça pourrait être employé, utilisé pour lutter contre d'autres pandémies. Et enfin, net progrès aussi dans le déploiement des énergies renouvelables. Je vais vous en parler un petit peu à la fin de la présentation, parce que nous, on est concernés par ça en chimie aussi, les énergies renouvelables. Alors, je regarde juste là. Okay. Alors, la chimie dans tout ça, comment nous, on se positionne? Alors, pour tout vous dire, hein, nous, on a souffert. Pardon? Alors, effectivement, on a souffert. Oui. Alors, effectivement, la chimie, elle a souffert, hein, pendant très longtemps d'une mauvaise image et d'une mauvaise perception. Et encore actuellement, hein, voilà, il y a cette mauvaise image qui persiste. Et je vous assure que nous, c'est pas notre souhait. Hein, nous, on est plutôt bienveillants. Et voilà, mais on a souffert et on souffre de cette image-là. Et effectivement, pourquoi on souffre de cette image-là? Bah, c'est à cause de choses qui se sont passées. Okay, il y a des choses qui se sont passées et qui se passent encore, notamment voilà, les émissions, hein, de gaz à effet de serre. Okay, il y a des déchets et pollutions dus à l'industrie chimique. D'accord. Ensuite, il y a aussi des événements que vous avez connus, hein, qu'on a tous connus. L'accident à Toulouse, à ZF, hein, qui date de 2001. Aussi, au niveau local, à Mulhouse, hein, je pense que vous vous souvenez de cette explosion qui a eu lieu à l'école de chimie de Mulhouse. Okay. Donc ça date de 2006. Ensuite, il y a aussi cette image de toxicité. Donc c'est des termes, hein, qu'on retrouve souvent quand on discute avec au niveau dans la société généralement. Chimie, ben voilà, émissions, déchets, pollution, danger, accidents, mais aussi toxicité. Okay, et effectivement, dans les années 80 et là dans les années 50, il y a eu des accidents, hein, des scandales autour de produits chimiques qui ont été produits par des industries pharmaceutiques, mais à ce moment-là, en fait, les tests associés à l'utilisation de ces produits n'étaient pas au niveau. Okay, oui. On pourra discuter tout à l'heure si vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, voilà, donc là, je fais en fait l'image mauvaise de la chimie. Hein. Vous êtes d'accord que voilà, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont encore dans cet esprit-là, mais je vous assure que je vais vous montrer qu'on est en train de changer et on cherche à changer, d'accord? C'est ça notre idée. Hein.
Donc voilà, la communication qu'il peut y avoir, qui peut y avoir autour de la chimie, c'est que c'est un monde pollué, non durable, besoin de changer l'image. Et la chimie, à ce moment-là, on peut accepter, quand on considère que ça, qu'elle est plutôt au rouge. Okay. Donc la question, c'est comment on peut passer au vert. Et là, effectivement, il y a eu un long chemin, et le chemin, il est encore d'actualité. Hein. Voilà, il faut changer en fait les mentalités et montrer que nous aussi, on fait des efforts pour aller dans le sens du développement durable. Okay. Donc là, je vais juste vous donner quelques dates importantes parce qu'il y en a plusieurs. Hein. La première date importante, c'est 1990, et donc c'est un amendement d'une loi, donc la loi américaine sur la prévention de la pollution, qui a été adoptée par l'Agence américaine pour la protection de l'environnement, donc l'agence EPA. Okay. Et là, le texte est en anglais, hein, mais l'objectif de cette loi, c'est de diminuer la pollution, okay, voire de l'éviter quand c'est possible. Et vous voyez que le terme recyclage aussi apparaît. Recyclage de manière responsable, hein, de manière environnementalement responsable, quand c'est possible, quand c'est faisable. Okay. Donc ça, c'était le point de départ, en fait, vous voyez, d'un changement, en fait, d'aller vers la chimie qui évite la pollution. Okay. 1990. Ensuite, 91, une année après, donc il y a eu le lancement d'un programme de subvention de recherche intitulé Voies synthétiques alternatives pour la prévention de la pollution. Et c'est en 1993, ça c'est une date vraiment très importante, donc c'est là où naît la chimie verte, où ce programme, en fait, le programme de 1991, donc il a été étendu à d'autres thèmes, tels que les solvants plus écologiques verts et les produits chimiques plus sûrs. Okay. Donc ça, voilà, ce sont des choses, des dates importantes. Et donc 1993, naissance de la chimie verte, avec la définition originelle qui est celle-là: invention, conception et application de produits et de procédés chimiques visant à réduire ou à éliminer l'utilisation et la production de substances dangereuses. Okay. Donc l'idée de cette chimie verte, c'est quoi? Telle qu'elle a été définie en 1993, c'est d'aller finalement vers une chimie qui est soucieuse de l'environnement et de la santé. Okay. Donc ça, c'est la définition originelle. Alors 5 ans après, donc 2 agents de cette agence EPA dont je vous ai parlé, en fait, ils ont énoncé 12 principes. Okay. Donc vous avez, voilà, chaque cercle là correspond à un principe. Donc ce qu'on voit par exemple, c'est le terme prévention. Donc prévention, c'est prévention de la pollution. Ensuite, synthèse moins toxique, solvant plus sûr, voilà, ainsi de suite. On a utilisation de ressources renouvelables, on en a discuté tout à l'heure. Utilisation de procédés catalytiques, alors le terme catalyse est un terme particulier, mais voilà, ce terme apparaît. Limitation des risques d'accident, ainsi de suite. Produits biodégradables. Et donc l'idée, c'est de développer des réactions, des procédés qui respectent un maximum de ces principes-là. Donc ça, c'est l'idée de John Warner et Paul Anastas, donc en 1998. Voilà, ils ont énoncé ces principes, et ces principes sont toujours d'actualité, ils sont très employés, nous on les emploie aussi. Dans mon laboratoire, on emploie ce type de principe. Okay. Donc là, la définition, alors voilà, là ça c'est en fait une affiche, une publication, une publicité, excusez-moi, qui est faite par l'American Chemical Society. Donc l'American Chemical Society, c'est la société américaine de chimie. Okay. Et sur leur site, en fait, ils ont maintenant accepté en fait de développer cette chimie verte. Et là, vous voyez que voilà, la chimie verte, l'utilisation des 12 principes de chimie verte. Donc ça, c'est une page qui date de cette année, hein, c'est pas de 1998, hein, c'est encore d'actualité, où l'utilisation des principes, c'est pour sauver la planète et sauver la population. Okay. Alors, la définition, la première, celle qui est en haut, c'est celle que je vous ai donnée tout à l'heure. Mais si on imbrique maintenant les principes dont je viens de vous parler, on peut aller un peu plus loin. La chimie verte, finalement, c'est un ensemble de principes, donc c'est les 12 dont je viens de vous parler, ensemble de principes et de techniques pour réduire ou éliminer l'usage ou la formation de substances dangereuses et ou toxiques dans la conception, la production et l'utilisation de produits chimiques. Okay. Donc ça, c'est l'objectif de cette discipline. Okay. C'est une discipline à part entière. Alors attention, juste hein, pour information, en fait, cette couleur verte, hein, voilà, on ne la lie pas aux plantes, par exemple. Okay. La chimie verte, ce n'est pas la chimie des plantes.
Par contre, donc la chimie des plantes, peut-être que vous connaissez, la chimie des plantes, c'est la phytochimie. Okay. Par contre, vous verrez, je vais vous en parler tout à l'heure, on peut utiliser les déchets des plantes. D'accord. La chimie verte peut utiliser les déchets des plantes. On parlera de biomasse, je vous donnerai la définition tout à l'heure. Ensuite, cette couleur verte, c'est pas non plus la chimie verte, c'est pas non plus la chimie de l'écologie. Okay. La chimie verte, c'est quoi? C'est un outil pour réussir la transition écologique, mais c'est pas la chimie de l'écologie. D'accord? Voilà, donc ça c'est juste pour être bien clair sur les définitions. Alors depuis 1998, donc il y a vraiment une explosion de ce domaine de la chimie verte. Alors notamment, vous voyez qu'ici, au niveau du nombre de lois relatives aux aspects environnementaux, donc là, alors, la partie tout à droite, là, qui est entourée en vert, là, c'est le nombre de lois qui ont été finalement adoptées à partir du moment où la discipline est née. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une croissance exponentielle du nombre de lois, et les industries, en fait, doivent appliquer, nous aussi, en université, on doit appliquer les lois qui sont adoptées. Okay. Ensuite, il y a aussi beaucoup de prix. Alors pourquoi des prix? Alors, la mise en place de ces prix, c'est pour encourager et mettre en lumière cette chimie. Okay. Et effectivement, alors, il y a des prix internationaux qui sont en place. Donc là, vous voyez que ça, c'est un prix qui est proposé actuellement par l'ACS, donc l'American Chemical Society. Donc c'est le US Presidential Green Chemistry Challenge Award, qui existe depuis 1996 et qui a déjà récompensé plus de 150 lauréats à la fois industriels et académiques. Ok, voilà, c'est juste, on peut se dire, ce sont que des prix, mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont en fait étudié l'impact des technologies qui ont été proposées et qui ont été récompensées. Et en fait, si on jette un coup d'œil, donc l'ensemble des prix, juste les prix, on ne parle pas de ceux qui ont été nominés, mais juste l'ensemble des prix a permis, vous voyez, d'éliminer 370 000 tonnes de composés chimiques et solvants dangereux. Okay. L'existence de ces technologies, de ces nouvelles technologies, a permis de ça déjà. Ensuite, ça a aussi permis d'économiser 80 milliards de litres d'eau, ces technologies. Okay. Et plus de 3,5 millions de tonnes de CO2 qui n'ont pas été rejetées dans l'atmosphère. Donc vous voyez, ça, c'est quantitatif, ce sont juste par rapport au prix, vous voyez l'effet que peut avoir, l'impact que peut avoir le développement de ces nouvelles technologies. Alors, à savoir ça, c'est un concours qui est assez récent. Oui. Donc, c'est un concours européen à destination, vous voyez, des étudiants de licence master. Okay. L'idée, c'est de sensibiliser les étudiants et de les impliquer dans la transition vers une économie biosourcée. Alors, pourquoi? Et Kathleen va vous en parler tout à l'heure. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est impliquer tout le monde, c'est-à-dire les chercheurs, les enseignants-chercheurs, mais les étudiants, les élèves d'élémentaire, de collège, lycée, mais de les sensibiliser et d'avoir des gestes responsables, okay, notamment autour de la chimie ou de manière plus générale. Alors justement, là, peut-être ça vous en avez peut-être entendu parler, il y a un prix national qui est le prix Pierre Potier, qui existe depuis 2019, pardon. Et en fait, ce prix-là, l'objectif, c'est de faire découvrir aux lycéens les innovations de la chimie verte en faveur du développement durable. Donc c'est un prix qui est vraiment intéressant. Les lycéens sont en fait en communication avec des industriels qui développent en fait des projets, notamment, vous voyez, comme les prix dont je vous ai parlé tout à l'heure, des technologies. Et en fait, les lycéens sont directement confrontés et ils discutent, ils échangent avec des gens, des professionnels qui sont sensibles à ce type d'approche, okay, de stratégie de chimie verte ou de chimie durable. Alors là, je vous ai parlé des prix. Ensuite, il y a aussi des formations maintenant qui sont dédiées à ça. Alors nous, à l'Université de Strasbourg, donc moi je suis actuellement responsable du master chimie verte. Donc c'est un master qui forme des étudiants jusqu'à Bac+5, d'accord. Donc ils sont spécialisés dans cette discipline. Et à noter que, vous voyez, ce master-là, il a été créé en 2007 et c'est le premier master de chimie verte qui a été créé en France. Okay. Et là, alors c'est pas moi qui l'ai créé, c'est le professeur Patrick Pal qui a créé ce master en 2007. Et donc là, maintenant, je vais passer la parole justement à Kathleen qui va vous parler de ces aspects formation autour de cette discipline, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent aussi au niveau de la formation.
Bonjour à tous. C'est bon, vous m'entendez? Parfait. Oui, effectivement, à l'université de Strasbourg, on a la chance d'avoir, l'un des premiers masters du coup en chimie verte, mais il faut savoir que ce n'est pas le seul. La chimie verte, c'est pas seulement une seule chimie. En réalité, c'est une approche verte de la chimie et de tous les domaines de la chimie. C'est-à-dire que les formations vont être sur tous les types de chimie, mais avec une approche plus verte et une approche plus respectueuse de l'environnement et des êtres humains qui soit la font, soit, utilise les produits qui en ressortent. Cela concerne du coup à la fois la chimie des matériaux, la chimie analytique, la chimie inorganique. Et parmi tous ces masters ou ces formations, il y en a 6 d'entre eux, situés dans 5 universités différentes, qui ont décidé de s'allier ensemble pour créer un projet national qui s'appelle la Chimie Verte Academy. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Le but de la Chimie Verte Academy, c'est quoi? C'est tout simplement de réussir une transition écologique, durable et soutenable de la chimie, de manière générale, de tous les domaines de la chimie. Pour ça, on s'est allié avec 5 universités, dont Chambéry, du coup, l'université Savoie-Mont-Blanc, qui est notre chef de file. On a l'université Toulouse, de Poitiers, ainsi que l'université d'Amiens et forcément celle de Strasbourg. Mais on est un consortium national, mais pas seulement d'universités. On est également différentes associations. On a l'association, la Société chimique de France. On a également d'autres syndicats qui se sont alliés à nous afin de nous aider à faire des actions envers la chimie verte et surtout envers tout le monde. Pour cela, on a 3 grands axes autour des actions justement de la Chimie Verte Academy: attirer, former, accompagner. Attirer, ça va être d'abord des actions comme celle-ci, faire des conférences, essayer de sensibiliser au maximum le grand public, en finalement les non-chimistes et de tout âge. On va également avoir toute forme d'action qui va être autour de former. Là, ça va être essayer d'améliorer finalement les masters qu'on a déjà en place pour permettre une meilleure insertion et de meilleures compétences pour nos étudiants. Donc ça passe par exemple par l'ouverture en alternance de notre master en chimie verte ici à l'Université de Strasbourg. On a également accompagné, puisqu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont actuellement chimistes en France et qui n'ont pas forcément eu l'occasion, durant leurs études ou au sein de certaines formations professionnelles, de pouvoir justement en apprendre plus sur la chimie verte. Et l'idée ici, ce serait de développer des formations spécifiques pour ces salariés pour justement faire la transition écologique directement de l'intérieur. Donc la chimie verte ici, comme vous pouvez le voir, c'est la Chimie Verte Academy. On essaye de toucher tout le monde et de sensibiliser tout le monde à ce sujet qui nous tient grandement à cœur, que ce soit les étudiants, forcément avec nos formations, mais pas seulement. On a les chercheurs, les enseignants à la fois primaires, secondaires et même les enseignants-chercheurs, les doctorants, etc., mais aussi les salariés et surtout vous, le grand public. Je vous ai dit, c'est un projet national, mais en réalité, on fait des actions également locales dans toutes les régions que je vous ai citées. Donc, on fait un petit zoom sur le Grand Est. Pour le Grand Est, comme on vous a dit, le projet en réalité est né en décembre 2024, ou plutôt a été officiellement lancé en décembre 2024. Depuis lors, on a réussi à faire quand même quelques belles actions dont je vais vous nommer aujourd'hui. La première, c'est la journée scientifique qui a été dédiée à la chimie verte. On l'a faite en collaboration avec la Société chimique de France. Pendant cette journée qui était dédiée aux étudiants, mais également aux chercheurs de Strasbourg ou des environs, on a pu faire participer de manière active des étudiants de nos masters qui ont pu présenter leurs recherches de stage qui sont sur des sujets de la chimie verte, donc à la fois sous des formes de présentation de posters, mais aussi de petites conférences comme celle-ci. Ça leur a apporté énormément d'expérience sur le sujet et ça avait extrêmement apprécié puisque généralement les conférences comme ça sont souvent réservées aux doctorants ou aux enseignants, etc. Et là, ils avaient eu une occasion de pouvoir s'exprimer et ils avaient été plutôt contents. Ensuite, en autre type d'animation, cette fois c'est plutôt pour attirer, on avait animé avec d'autres jeunes chimistes du réseau jeune de la Société chimique de France. On avait pu faire un stand de vulgarisation scientifique autour de qu'est-ce qu'un chimiste et qu'est-ce que la chimie verte. On avait fait plein de petites expériences pour les scolaires, à la fois à Mulhouse et à Strasbourg. Et c'était un événement qui aussi avait été grandement apprécié puisqu'on a pu sensibiliser beaucoup de petits jeunes à la chimie. Au-delà de ça, on a également accompagné nos étudiants, puisqu'une grande partie du projet tourne autour des étudiants de master. On a eu l'occasion d'accompagner plusieurs étudiants dans des salons professionnels pour justement faciliter leur insertion professionnelle à la suite de leurs études et aussi les mettre en connexion avec les industries actuelles et celles qui vont faire l'industrie de demain, qui tournaient énormément autour de la chimie verte. Parmi celles-ci, on avait le Chem Day 2025, mais également Village de la chimie. Et durant le Village de la chimie, ils ont également pu transmettre leur passion de la chimie verte à toute personne, à la fois des salariés et même des scolaires qui passaient au Village de la chimie.
et ils avaient animé tout un stand autour des métiers, justement, des nouveaux métiers. Pour ici, comme l'a dit mon collègue, la chimie verte, en fait, c'est finalement voir la chimie autrement. Au lieu de la voir simplement sur le fait de comment on va faire ce produit et comment on va le vendre, et ben là, on va s'intéresser à tout son cycle. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la fois à de quelle matière première on part, comment on va faire en sorte de fabriquer notre produit, mais surtout, qu'est-ce qu'on va en faire à la fin. Pour chaque étape, on essaie de les voir de manière plus responsable. C'est-à-dire, on va démarrer par les matières premières. Il faut savoir que la chimie, malgré tous les efforts qu'on fait, est quand même grandement issue des produits pétrochimiques parce que c'est une famille facile à faire. Voilà, il faut quand même le savoir. Par contre, on a toute une volonté de vouloir de pouvoir changer cette matière et ne plus utiliser du pétrole, mais venir utiliser d'autres sources qui vont être plus renouvelables, comme par exemple certains types de biomasse. Une fois qu'on a enfin fait en sorte d'utiliser autre chose que de la pétrochimie, on va essayer d'améliorer le procédé, puisque les procédés chimiques, c'est transformer la matière, et transformer la matière, ça nécessite beaucoup d'énergie, ça nécessite beaucoup de produits, ça peut également aussi produire malheureusement beaucoup de déchets. L'idée ici, c'est de venir repenser ces procédés d'une manière plus durable, mais également en essayant de réduire la consommation d'énergie, qui est quand même un axe très important. Au-delà de ça, on a également tout ce qui va notion de transport, fiabilité, mais aussi de sécurité. Puisque c'est bien beau de faire de la chimie, c'est quand même mieux quand c'est sécurisant pour tout le monde. On se souvient des incidents comme l'a présenté mon collègue tout à l'heure. On a également l'idée, c'est bien de faire tout ça, mais si notre produit il dure 5 minutes et après il casse, ça va pas être très très efficace. Donc on va essayer également de faire un produit qui va être durable dans le temps, fiable et de qualité, parce que c'est un peu ça qu'on cherche finalement. Quand on achète quelque chose, on a envie qu'il dure, on n'a pas envie qu'il dure juste 5 minutes. Une fois que celui-ci a été utilisé, parce qu'à un moment donné, on a beau essayer de le faire durer, il va finir par s'arrêter ou ne plus être utilisable. L'idée là, ça va être de prévoir qu'est-ce qu'on va faire de lui après. Pendant longtemps, on a créé des produits sans se demander ce qu'on en ferait une fois qu'on avait fini avec. Là, l'idée, c'est d'essayer de prévoir est-ce qu'on peut le faire améliorer sa biodégradabilité, est-ce qu'on arriverait à le recycler et finalement faire de ce nouveau déchet des ressources renouvelables et de nouveaux matériaux. Pour toutes ces parties-là, c'est finalement des métiers de chimistes qui vont se verdir, voire carrément inventer de nouveaux métiers pour y arriver. C'est ici, par exemple, pour les matières premières, effectivement, on veut chercher à utiliser la biomasse, mais on ne peut pas utiliser n'importe quelle plante pour faire n'importe quel produit. Il faut donc des personnes spécialisées dans ce domaine pour essayer de chercher quelle plante va nous permettre de faire ça ou quel autre type de matière on pourrait utiliser pour remplacer le pétrole. On va avoir tout ce qui va concerner la chimie des procédés, les ingénieurs et les chimistes qui sont spécialisés dans ces domaines. On va avoir tout ce qui concerne la sécurité avec le QHSE, sécurité et environnement, qui eux vont finalement intervenir dans toute la chaîne pour vérifier de la qualité, la sécurité, pour vérifier que tout se passe bien finalement tout au long de la chaîne. On a les chimistes qui vont spécialiser dans on va faire en sorte que ce produit soit durable. On va avoir toute la partie pour finir le cercle, soit des chefs de projet circulaires qui vont voir l'ensemble du cercle ou finalement la valorisation des déchets derrière avec des chimistes en matériaux biodégradables. Et là, je laisse parole à mon collègue. Oui, donc ensuite, ça c'est la Chimie Verte Academy, hein, que vous a présenté Kathleen. Et en fait, dans ce projet-là, on a aussi défini, en fait, enfin donné pas des nouvelles définitions, mais des définitions qui sont adaptées en fait à chaque public. C'est-à-dire, on a une définition, par exemple, pour les élèves d'école élémentaire, par exemple. On a une définition aussi pour des élèves de collège et lycée. Mais chaque fois, une définition qui est compréhensible par rapport au public concerné. Donc là, moi, je vous en donne une. Hein. Je ne sais pas si elle est adaptée ici, mais voilà, la définition une des définitions qu'on propose, qui est de plus en plus sophistiquée par rapport en fait, au niveau de connaissance en chimie du public concerné. Là, la définition, c'est que la chimie verte vise à réduire les impacts de la chimie sur l'environnement et la santé, ça c'est ce que je vous ai déjà dit, hein, tout en soutenant la transition écologique, la décarbonation industrielle et l'économie circulaire. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de la chimie verte, selon notre point de vue, dans ce consortium de la Chimie Verte Academy. Alors l'impact en fait de cette chimie verte, donc moi je vais retourner plus sur le côté scientifique là, du coup je vais vous donner quelques exemples, quelques histoires en fait à succès qui ont été rapportées par rapport à cette chimie verte. Alors tout d'abord l'impact. Vous voyez qu'actuellement en fait il y a des journaux qui sont des journaux scientifiques qui sont dédiés à cette discipline. Okay. Par exemple le premier que vous voyez qui a été publié dès 1999, donc qui s'appelle Green Chemistry, c'est un journal qui a
dans la communauté scientifique, nous, quand on publie des articles, en fait, les articles ont des impacts, ont sont plus ou moins influents. Ce journal-là, il a vraiment un très fort impact. Donc c'est pour vous dire qu'il est respecté, que les gens qui publient dans ce type de journaux, quand j'ai un travail qui est publié dans ce journal-là, il est vraiment de qualité. D'accord ? Ensuite, il y en a d'autres. Chaque éditeur, ensuite, vous voyez que le dernier, depuis 2013, c'est l'ACS, je vous en ai déjà parlé, ça c'est l'American Chemical Society, qui a aussi son journal autour de cette chimie durable. Ensuite, il y a aussi des livres qui sont dédiés. Donc, il y a des livres en langue anglaise, il y a des livres en langue française. Par contre, là, on arrive à un niveau où il y a énormément de livres. Et je pense qu'il y a aussi, voilà, je pense que vous en avez entendu parler, il faut être très méfiant. Il y a aussi le phénomène de greenwashing, dont on parle de plus en plus. Donc voilà, quand je cherche une information, il faut vraiment être sûr de la référence. D'accord ? C'est ce que je dis aux étudiants dont je suis responsable. Voilà, il faut vraiment que les sources qu'on utilise soient vérifiées par des gens qui sont compétents. Okay ? Ensuite, il y a aussi des congrès qui sont dédiés. De plus en plus, on a des congrès, donc ça c'est très intéressant parce que ça permet de mêler en fait les niveaux de connaissances, de créer des collaborations et d'aller plus vite par rapport à la recherche autour de cette chimie verte et finalement de créer des technologies, des méthodes, des procédés qui sont de plus en plus adaptés en fait à la transition écologique. Donc là, je vous en ai juste mentionné un. Donc c'est vraiment un congrès qui est important qui a lieu tous les 2 ans à La Rochelle. Et qui regroupe, vous voyez, quand même plus de 800 participants. Okay, donc c'est voilà, avec que des chimistes ou des chimistes ou des scientifiques qui sont impliqués dans ce type de chimie. Alors juste pour terminer, je vais vous donner quelques exemples scientifiques et finalement qui respectent au maximum ces principes-là. Okay, donc premier exemple, c'est la ressource. Tout à l'heure, on a parlé de ressources renouvelables. Donc la définition d'une ressource renouvelable, c'est quoi ? C'est une ressource naturelle qui est générée ou régénérée plus rapidement qu'elle n'est utilisée. Entre guillemets, le stock, normalement, de ce type de ressources est inépuisable. Okay ? Donc, parmi les ressources renouvelables que vous connaissez, voilà, j'en ai mentionné, il y a la biomasse, bon, je vais la redéfinir plus précisément, les courants marins, le soleil, l'eau, la géothermie et le vent. Okay ? Alors, en chimie, par exemple, on essaie d'utiliser l'énergie solaire. On essaie de développer des procédés qui exploitent l'énergie solaire. C'est ce qu'on appelle de la photochimie. Okay ? D'utiliser la lumière comme source d'activation pour des réactions. Je ne vais pas vous en parler, mais voilà, c'est une énergie renouvelable qu'on cherche à exploiter au maximum. Une autre ressource renouvelable qu'on exploite, c'est la biomasse. Okay, Kathleen en a déjà parlé un petit peu. La biomasse, c'est quoi ? Finalement, la biomasse, c'est la matière organique qui est issue des végétaux, comme le bois, mais aussi la matière organique qui est issue des animaux. Okay ? Ce sont les déchets, en fait. D'accord ? Déchets organiques. Et à savoir que cette biomasse, en fait, c'est une source vraiment importante de molécules à haute valeur ajoutée. Et voilà, on peut faire de la chimie avec ça. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Alors, au niveau... Alors, c'est pas une énergie renouvelable, le pétrole, justement. On n'y est pas, là. Ouais. Donc là, juste, c'est des molécules que je vous montre, mais je pense que les termes, vous avez déjà entendu parler de ça. La cellulose, par exemple, c'est peut-être un terme qui vous parle. Donc, c'est le principal constituant du bois. C'est 50% en quantité de la biomasse. Ensuite, vous avez aussi l'amidon. Donc, l'amidon, je pense que c'est aussi un terme qui vous parle. L'amidon, donc, ce sont des sucres qu'on va trouver dans les graines, les racines, les tubercules des plantes. Un autre constituant de la biomasse qui est important, c'est la lignine. Alors, la lignine, vous voyez, c'est une structure qui est également assez compliquée. D'accord ? Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que vous voyez, ce sont ce qu'on appelle des biopolymères, ce sont des molécules, des polymères naturels. Mais en fait, on est capable, vous voyez qu'il y a des atomes dans ces molécules-là et on peut exploiter ces atomes-là pour faire de la chimie, justement. Okay ? C'est une source naturelle d'atomes qu'on peut utiliser. Alors, pour faire quoi, justement ? Alors, la première chose, c'est par exemple, vous avez dû en entendre parler, ce sont les biocarburants. Okay ? Donc, notamment le bioéthanol. Alors, à partir de quoi on fait le bioéthanol ? Le bioéthanol, c'est par fermentation de l'amidon, en général. Donc, la molécule d'éthanol, c'est celle qui est représentée là, c'est CH3CH2OH. Et en fait, le bioéthanol, il est produit à partir de la betterave, mais aussi de la canne à sucre. Okay ? Ensuite, on a aussi le biodiesel.
qui est un autre biocarburant, donc, qui lui est produit à partir des fleurs de colza, tournesol, soja, cacahuètes. Et en fait, dans ce cas, c'est les huiles végétales qui sont transformées par la chimie. Okay, donc, encore une fois, c'est une source naturelle de matière organique. Alors ensuite, il y a les plastiques, je vous en ai parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai parlé des plastiques, mais il y a aussi ce qu'on appelle les bioplastiques. Alors, les bioplastiques, c'est assez large, parce que je pense que vous avez déjà tous entendu de plastiques qui sont biodégradables. Okay, alors, bioplastique, ça suggère plutôt l'origine que le devenir. D'accord ? Bioplastique, c'est l'origine, c'est la biomasse, justement. On pourra dire que ce sont des polymères qui sont des plastiques qui sont biosourcés. Okay, les définitions sont plus ou moins acceptées, mais un bioplastique dans son ensemble, s'il est biosourcé et biodégradable, c'est un plastique qui est vraiment intéressant. D'accord ? Biodégradable, ça veut dire qu'il va se dégrader de manière naturelle. Okay, donc là, voilà. Les sources pour ça, c'est l'amidon. Je vous ai montré la structure tout à l'heure. Okay, vous avez aussi l'acide polylactique. Donc ça, c'est aussi à partir de l'amidon. Donc ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, en fait, dans les supermarchés, on avait des sacs plastiques qui étaient un petit peu rugueux. Okay, alors, ce n'était pas encore très bien développé, mais c'était à partir d'acide polylactique. D'accord ? Et aussi de polyhydroxyalcanoate. Donc ça, c'est des molécules qui sont obtenues par fermentation. Donc là, ça rejoint ce dont vous parlez tout à l'heure, Kathleen. Voilà. Il ne faut pas s'intéresser juste à la production du plastique, mais il faut aussi s'intéresser à boucler la boucle entre guillemets, et être capable d'aller jusqu'au recyclage ou d'avoir une fin de vie qui est raisonnable par rapport à ce plastique. D'accord ? Donc là encore ce matin, j'ai lu un article là, voilà, dans Nature, je pense que c'est un journal que vous connaissez, c'est un journal vraiment très réputé. En fait, ils ont mis en place un bioplastique qui se dégrade en composteur domestique. D'accord ? Jusqu'à présent, vous êtes d'accord, vous n'avez jamais jeté vos plastiques dans un composteur domestique. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est des chercheurs, c'est une collaboration internationale. Ils ont mis en place en fait un polymère. Donc c'est à base du polymère dont je vous ai parlé tout à l'heure, les plastiques étaient un peu poreux. Et à l'intérieur de ce matériau, ils ont réussi à mettre une enzyme qui dégrade naturellement le plastique une fois que vous le mettez dans votre composteur. Je trouve que c'est assez innovant. Okay, d'être capable de dégrader nos plastiques dans un composteur domestique, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est innovant, et c'est tout l'enjeu de ce que je vous présente, c'est d'arriver à être non seulement raisonnable, mais aussi innovant dans les recherches qu'on va développer. Alors voilà, autre chose qu'on peut faire avec la biomasse, c'est le biogaz. Donc ça, on fait ça, donc c'est le méthane plus du dioxyde de carbone, on fait ça à partir de déchets issus de l'agriculture. À partir de la biomasse, on peut aussi faire des solvants, fabriquer des solvants. Donc, parce que ça, c'est vraiment une grosse problématique en chimie. C'est les volumes de solvants, je vais vous en parler juste après. Aussi produire des médicaments et produire des additifs. Oui, je suis dans les temps. Alors justement, deux exemples de médicaments dont je vais vous parler. Le premier, c'est le Viagra. Alors, à savoir, vous voyez, donc ça, c'est un. Alors, je ne vais pas faire de pub, je l'ai mis parce qu'il est produit par cette compagnie, d'accord ? Mais voilà. Ce médicament, le Viagra, vous voyez la quantité, la production annuelle, 30 à 40 tonnes, soit 1 milliard de pilules en 2024. C'est énorme. Okay, donc imaginez si le mode de production n'est pas raisonnable. Voilà, ça rejoint les premières images que je vous ai montrées. Okay, donc là, il faut être raisonnable. Donc là, à partir de 2000, il y a des gens qui ont travaillé autour de développer des méthodes qui étaient plus raisonnables. Là, vous voyez, ça, c'est finalement ce qui est représenté là, c'est le volume de solvant par kilogramme qui était utilisé pour la production d'1 kilogramme de cette molécule-là. Okay, donc cette molécule, vous avez la structure chimique qui est en haut à gauche. Alors vous voyez que dans les années 90, il fallait 1300 litres de solvant par kilogramme. Et vous voyez qu'on est d'accord que si je continue par rapport à la route, au développement qui a été fait, vous voyez que le volume de solvant, on est jusqu'à atteindre 300 fois moins de solvant, de volume de solvant par kilogramme. Donc ça, c'est un effort qui est fait. Okay, c'est un effort notable. 300 fois moins de volume de solvant par kilogramme. Deuxième niveau de réflexion, vous avez tous entendu parler des solvants qui sont plus ou moins sûrs, plus ou moins toxiques, plus ou moins dangereux. Okay,
Les entreprises, maintenant, en fait, elles ont adopté un guide de sélection de solvants. Et vous voyez qu'il y a 3 catégories. Il y a la catégorie préférable, utilisable, indésirable. Nous, en labo, on va faire pareil. Quand on veut développer une nouvelle méthode, on va d'abord piocher quand on va utiliser notre solvant. Vous êtes d'accord que le premier réflexe, c'est de piocher dans préférable. Ça ne fonctionne pas. Ma réaction, il faut quand même que je sois capable de la réaliser. Je vais dans utilisable. Et dans un dernier temps, je vais dans ceux qui sont indésirables. Mais ça, c'est vraiment si je n'ai pas le choix. OK ? Alors, si vous analysiez juste la situation par rapport au volume qui est ici, vous voyez que non seulement les volumes ont diminué, vous êtes d'accord que les couleurs aussi ont changé. Chaque couleur représente un solvant. Le rouge, c'est CH2Cl2, c'est ce qu'on appelle le dichlorométhane. Le dichlorométhane, c'est le premier dans les indésirables. Si vous regardez, vous êtes d'accord qu'il n'apparaît plus. Et si on analyse ça de manière assez proche, assez précise, dans les dernières routes qui sont développées, vous n'avez que des solvants qui sont au maximum préférables, voire un ou deux qui sont utilisables. Il n'y a plus de solvants indésirables. Donc vous voyez, ça c'est un autre raisonnement, c'est-à-dire je diminue le volume et je raisonne sur le caractère sûr de mon solvant aussi. D'accord ? Alors, autre exemple, alors ça, voilà. Donc là, ça a été vraiment dans les années 2000, voilà, ça a été une des premières success stories, comme ils ont appelé ça, de la chimie verte, avec un prix qui avait été décerné en fait à cette entreprise-là. Alors, je me rends compte que j'ai mis 2 fois la même entreprise, mais c'est pas fait exprès. Mais du coup, c'est le deuxième produit dont je veux parler, c'est Zoloft. Alors, celui-là est peut-être moins connu, c'est un antidépresseur. Alors, je vous l'ai mis parce que si vous regardez, 300 millions de doses produites en 2025. Alors, je ne vais pas commenter le nombre de doses, mais par contre, il faut les produire. Vous êtes d'accord ? Enfin, il faut. Voilà. Ce serait mieux de ne pas en produire autant, mais en tout cas, c'est la demande. Okay ? Donc, le chimiste, lui, doit réfléchir à comment produire ça de manière raisonnée. Okay ? Respecter un maximum de principes de chimie verte. Du coup, encore une fois, là, vous voyez que l'ancienne route, la première route qui a été développée pour ce produit-là, vous voyez que le solvant, le nombre de litres de solvant pour 1000 kg de Zoloft, c'était 101 400 litres. Okay ? Donc ça fait à peu près 100 litres par kilogramme. Et là, vous voyez que j'ai souligné en fait tous les solvants qui étaient utilisés dans cette première route. Donc on a à la fois des solvants qui sont indésirables, utilisables et préférables. On a globalement 5 en tout. La nouvelle route qui a été développée, elle a tenu compte de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, de faire attention au volume et à la nature des solvants. Et effectivement, voilà ce qui est utilisé maintenant. Vous voyez qu'on ne voit plus apparaître que 2 solvants, qui sont l'éthanol et l'acétate d'éthyle, qui sont les 2 seuls qui étaient préférables avant. Okay ? Donc ce que ça veut dire, c'est aussi que, vous voyez, c'est pas parce que je change de solvant que je suis moins efficace en plus. Souvent, on avait cette image-là en tant que chimiste. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on me disait, utilise ce solvant-là, c'est le plus efficace. En fait, on se rend compte que non. C'est juste qu'il y avait beaucoup d'habitudes. Et en fait, il faut juste changer les habitudes. Okay ? Et souvent, on se rend compte que même en changeant de solvant, je n'ai pas d'exemple parce que c'est souvent lié à de la chimie, donc c'est un peu compliqué à expliquer. Mais je vous assure que dans certains cas, on change de solvant vers un solvant qui est plus sûr. On a même quelque chose qui est plus efficace. Donc on a moins de déchets. D'accord ? Il faut juste essayer d'aller vers des choses qui sont plus raisonnables. Okay ? Être plus raisonnable, ça ne veut pas dire moins efficace. C'est ça que je veux dire. Et là, vous voyez qu'au niveau aussi du volume, vous voyez que le volume de solvant qui a été utilisé est divisé par 4 ici. Okay ? Volume plus nature des solvants. Donc 4 fois moins de solvants en volume et que des solvants qui sont préférables dans cette catégorie qui est là. Alors par rapport à ces solvants-là, je veux aussi préciser, vous voyez que tous les solvants dont je vous ai parlé, c'est des solvants qui sont connus, c'est des solvants organiques. Mais actuellement, il y a aussi, en termes d'innovation, on peut aussi créer des nouveaux solvants. Okay ? On peut se servir de la biomasse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous vous souvenez, j'avais noté solvant, ce qu'on peut faire avec de la biomasse. Il y a des nouveaux solvants qui sont biosourcés, qui sont très efficaces, et on peut donc concevoir des nouveaux solvants à partir de la biomasse, avec des propriétés qui sont
des fois assez exceptionnelles. OK ? Alors, je crois, voilà. Donc, c'est la dernière diapositive. Donc, justement, voilà, donc j'ai enlevé le point d'interrogation. Donc, la chimie verte, alors, c'est pas, qu'on soit bien d'accord, c'est pas la solution hein, pour le développement durable, mais c'est nous, en tant que chimistes, c'est une solution innovante pour un avenir durable. OK ? Mais c'est une solution parmi d'autres. D'accord ? Je pense que le message que j'ai essayé de vous transmettre au départ, c'est qu'on peut tous agir vis-à-vis de ce développement durable, justement. Voilà. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais prendre vos questions et s'il vous plaît, prenez bien le micro devant la bouche quand vous parlez pour que tout le monde vous entende. Merci. Si, il y a une question. Alors, faire du graphène à partir de la coque de cacahuète, c'est de la chimie verte? Non? J'ai lu ça récemment. Alors ça peut, mais ça dépend Ouais, oui, ils de la utilisent quand méthode. même beaucoup d'énergie. Voilà. Et c'est quoi ces nouveaux solvants créés à partir de la biomasse? Je suis chimiste. Ah, vous êtes chimiste? Oui. Alors il y a des lactates, par exemple des esters. Il y a pas mal d'esters hein, qu'on peut utiliser. Il y a des produits qui sont développés. Il y a le styrène aussi. Alors pour les autres, hein, c'est des solvants. En fait, l'idée c'est d'utiliser finalement des molécules naturelles hein, qui sont issues de la biomasse et d'en faire des solvants. Donc j'ai besoin d'un certain nombre de transformations pour aller vers cette nouvelle molécule qui va jouer le rôle de solvant avec des propriétés qui sont intéressantes. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, il y avait le solvant toluène qui est apparu. Oui. Là, pour l'instant, alors là, je ne voulais pas présenter, mais dans les industries, il y a aussi des tables maintenant où ils proposent des solvants de remplacement aux solvants organiques traditionnels. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez un jeune étudiant, par exemple, qui fait un stage, il va aller dans cette entreprise, on va lui dire, normalement, on utilise ce solvant-là, essaye celui-là, et il y a une table de correspondance. Vous voyez ? Le toluène, pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent. Okay ? Il y a actuellement un solvant qui tient la route, qui est aussi biosourcé. Donc c'est, comment dire, simple. C'est une molécule qui est assez simple, qui est produite de manière très raisonnable. Okay ? Par contre, elle n'a pas encore le potentiel. Et c'est là où c'est ce dont je veux vous parler, c'est que vous voyez qu'il y a encore une marge d'innovation. C'est-à-dire, il y a des solvants qui sont toxiques, pas sûrs. Ben, il faut créer, il faut être innovant pour trouver des alternatives à ces solvants-là. Okay ? Voilà, la DMF aussi, peut-être que voilà, c'est quelque chose qui vous parle. La DMF, voilà. Le toluène, alors il est utilisable. Ouais, c'est le benzène en fait qui est hyper toxique. Ouais. Le benzène en TP, chez nous en travaux pratiques, il est interdit. D'accord ? Moi, quand j'étais jeune, on l'utilisait en travaux pratiques. Là maintenant, c'est interdit. Il y a donc tous les solvants qui étaient rouges que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, on essaye au maximum de ne pas les faire utiliser aux étudiants, mais voilà, on n'y est pas encore. Ok, pour être clair. Oui. Bon, je dois dire que pour moi, c'est une découverte et en même temps un soulagement. Et j'ai découvert vraiment plein de choses, mais surtout que la chimie s'est rattrapée de ses erreurs. Et c'est fantastique, je trouve. Et ce qui me frappe aussi, c'est que ce sont quand même les Américains qui ont démarré la chose. Et si on voit la résistance actuelle de l'Amérique de Trump, plus la résistance des producteurs de pétrole, la résistance des agriculteurs, et puis surtout la résistance des électeurs. Et nous en avons un excellent exemple à Strasbourg. Merci beaucoup. Bon, je dirais, je ferai pas de commentaires là sur du coup. Là. Ouais. Oui, alors une question que je me pose à moi-même. Est-ce que le vrai développement
durable, c'est de prendre des solvants moins toxiques pour faire des antidépresseurs, ou c'est d'avoir plus besoin d'antidépresseurs avec des gens qui vivent mieux? Voilà, mais c'est une question que je me pose à moi-même. Vous n'avez sûrement pas la réponse. Je me la pose aussi, mais je vous parle en tant que chimiste là, du coup. Oui, bien sûr. Après, vous avez évoqué qu'effectivement, pas mal de lois sont américaines. Oui. D'habitude, une loi, c'est obligatoire. Un principe ou une norme, c'est d'application volontaire. Est-ce qu'en Europe, on a suivi? Est-ce qu'il y a eu des directives européennes? Est-ce qu'en France, on a suivi? Est-ce qu'il y a eu des lois? Et je me pose la question, quel est le prix qui va être décerné au député qui veut absolument réintroduire les néonicotinoïdes? C'est beaucoup de questions politiques là quand même. Oui. Alors, juste, moi, je vais pas, au niveau politique, je ne veux pas me mouiller là-dedans. Hein, voilà, c'est pas mon rôle, ma position aujourd'hui hein, là, par rapport à ça. Moi, je suis content. Voilà, si le message, c'est déjà que l'image de la chimie vous fait évoluer hein, par rapport à. Nous, on a vraiment ce souci et on essaie de former les jeunes par rapport à ça. Voilà. Mais sachez qu'au niveau européen, il y a des lois ou des décrets qui sont en relation avec notamment ces solvants, hein, l'utilisation des solvants, les volumes de solvants. Il y a des choses qui sont en place. Oui. De toute façon, c'est le pilier économique dont je vous ai parlé. Hein. Voilà. Si vous enlevez ce pilier-là, l'industriel, si le pilier économique n'est pas là, en fait, ça va pas il n'a pas trop le choix, je dirais actuellement, mais ça va moins l'intéresser. Je pense que vous êtes d'accord. Nous, à notre niveau, à l'université, moi, quand je fais de la chimie verte, je vous assure que le pilier économique, c'est loin d'être ma priorité. Moi, je m'intéresse plutôt au côté environnemental et au côté social. Et après, je laisse aux autres le soin d'aller plus loin s'il faut développer le caractère économique. D'accord ? Nous, ce qu'on veut, c'est être innovant et développer des choses qui sont raisonnables. Okay ? C'est ça. Le caractère économique, nous, à l'échelle où on travaille, c'est pas ce qui nous pose le plus de questionnements au départ. C'est pas la problématique. Ouais. Alors, quelle est la proportion des solvants non toxiques par rapport aux toxiques? La proportion, c'est-à-dire le nombre? Oui, en pourcentage. Hein. Qu'est-ce que ça représente l'utilisation des non toxiques et des toxiques? La répartition. Alors ça, je pourrais pas vous. Ouais. À l'échelle, par exemple, pharmaceutique ou. Oui. Alors là, c'est des exemples d'industrie pharmaceutique que je vous ai donnés. Donc vous voyez que finalement, dans le dernier exemple, il n'y en a plus de toxiques. Donc je ne peux pas vous donner, je n'ai pas les exemples de tous les produits de l'industrie pharmaceutique qui sont développés, mais sachez que nous, on a. Alors ça, c'est un point qui est important, je ne l'ai pas mentionné, on ne l'a pas mentionné d'ailleurs, hein, mais en fait, les industries se rapprochent de plus en plus aussi du monde académique, hein, notamment nous, dans ce master chimie verte, en fait, les industries veulent des étudiants qui sont formés, d'accord, qui comprennent en fait ce type de chimie. Et je sais qu'on invite régulièrement des industriels pour présenter, et je vous assure qu'ils ont ce souci-là. Chez Novartis, par exemple, qui est pas loin, hein, qui est à Bâle, qui est vraiment une grosse industrie, en fait, ils essaient de travailler, par exemple, dans l'eau au maximum. Faire, vous voyez, de la chimie dans l'eau. D'accord ? Ce qui était, dans les années 80, les chimistes qui proposaient ça, ils étaient considérés comme fous hein, de faire de la chimie dans l'eau. Là, maintenant, vous voyez, donc il y a des soucis, mais la proportion, je ne peux pas vous donner. Voilà, je pense que ça dépend des efforts qui sont faits dans chaque division, secteur d'une industrie pharmaceutique. Ouais. Et en gros, dans le domaine que couvre la chimie? Dans le domaine? La chimie en général? Oui. Quelle est celle qui n'est pas toxique? Alors là, je vous en ai pas parlé parce que là, en fait, il y a des grandeurs métriques aussi en chimie verte. C'est-à-dire, vous êtes d'accord que moi, je vous ai montré, alors j'ai pris ces exemples-là parce qu'on voit des différences. Okay ? Mais maintenant, comme par exemple, si j'ai par exemple 2 réactions et je fais un effort pour la rendre plus verte, en fait, j'ai des grandeurs que je peux utiliser pour le démontrer. C'est des grandeurs métriques. D'accord ? Donc, pour vous dire, par exemple, il y a une grandeur qui s'appelle le facteur environnemental. Okay ? Il correspond à la masse de déchets sur la masse de produits désirés formés. D'accord ? L'industrie la plus performante, le secteur industriel le plus performant, si vous raisonnez par rapport à cette grandeur-là, c'est la pétrochimie. Alors pourquoi ? Parce qu'ils utilisent très peu de solvants. Ils font tout de manière. Alors, je vais utiliser des mots peut-être qui sont plutôt chimiques, mais
beaucoup de procédés catalytiques. Vous vous souvenez dans les principes, là, je l'ai mentionné. Donc, leurs procédés sont très performants. D'accord ? Ils utilisent quasi tous les atomes pour les transformer en produits. Okay ? Par contre, la quantité de matière qui est produite, vous êtes d'accord que le facteur environnemental, je vous en ai parlé, c'est la quantité, la masse de déchets par kilogramme de produit. Mais la quantité de produits déchets dans la pétrochimie, de produits générés dans la pétrochimie est énorme. Donc vous multipliez ce facteur par la quantité de déchets produits en pétrochimie est plus importante que dans l'industrie pharmaceutique. Vous voyez ? Donc on peut comparer, vous voyez, la performance de procédés, mais finalement, plus je produis, plus j'ai de déchets. D'accord ? Par contre, dans l'industrie pharmaceutique, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être plus performant dans ces grandeurs métriques. Il faut qu'on arrive à les baisser. On aura du mal à le faire beaucoup parce qu'on a besoin de solvants. Okay ? C'est de la chimie fine, ce n'est pas du tout la même chimie qui est développée. D'accord ? Mais voilà, donc ça c'est important. Vous voyez, on a des grandeurs, on a maintenant aussi des analyses de cycle de vie. Ça c'est, Kathleen en a parlé tout à l'heure, cette économie circulaire là, ce cercle-là. Ça c'est aussi des choses. On apprend ça aux étudiants de master. Ils ont une unité d'enseignement sur analyser le cycle de vie d'un produit, d'accord, de sa production jusqu'à son recyclage et sa fin de vie. Ok ? Donc vous voyez, il y a des quantités qui existent. Je ne sais pas si ça répond. Oui. Pour faire une petite liaison avec ce que vous disiez, l'industrie et la pharmacie, aujourd'hui, dans une boîte de médicaments, il y a 1 milligramme de substance active sur laquelle vous allez travailler, vous vantez le fait que vous allez économiser là-dessus. Mais il y a 100 grammes de papier, de carton, de plastique, d'emballage. Et aujourd'hui, même certains médicaments, j'en ai vu récemment certains, la quantité de matière noble, je veux dire de molécules actives, est indépendante du prix de vente. En fait, ce qu'on achète aujourd'hui, c'est de l'emballage. Et donc là, vous nous présentez une chimie verte pour quelques microgrammes. Bon, alors des microgrammes au niveau mondial, ça fait des centaines de tonnes. Enfin, vous êtes à peu importe le nombre de tonnes, mais il y a entre 1000 et 10 000 fois plus de déchets qui servent de support. Et là, vous n'en parlez pas, la chimie de l'emballage, quoi. Et c'est là-dessus qu'il faudrait plus. Enfin, c'est là qu'il y a plus d'économie. Effectivement, c'est bien de faire de la chimie. Des molécules actives et compliquées. Mais en fait, aujourd'hui, le plus gros des déchets, ce que je mets dans ma poubelle, c'est pas le milligramme de médicaments que j'ai absorbé et que je rejette naturellement ou que j'élimine, mais c'est ma poubelle qui se remplit avec les emballages. Oui, alors, je vous rejoins. Par contre, attention, les quantités que j'affiche là, c'est juste le produit. Hein. Oui, ben justement, 300 millions de doses, ce n'est pas 1 milligramme. Il faut les produire déjà. D'accord ? Ça, c'est juste pour répondre par rapport à ça. Par rapport à l'emballage, la réflexion, elle est là aussi, hein, c'est sûr. Ça rejoint les bioplastiques dont je vous ai parlé, ça rejoint les emballages. Il y a une réflexion sur quel est le cycle de vie d'un emballage. On en a parlé. Attendez, je vais juste finir de répondre. Pour vous répondre, effectivement, en fait, il faut voir les choses dans 2 manières différentes. C'est-à-dire qu'à la fois, la molécule, principe actif qui est très compliquée à faire, qui nécessite énormément de chimie et cetera derrière pour pouvoir la créer, on doit en fait travailler sur les 2 tableaux. C'est-à-dire à la fois, il faut qu'on améliore, la synthèse de ce produit parce que comme on dit, c'est à des tonnes en fait au niveau mondial. Donc à un moment donné, si on fait 100 litres de solvant pour 1 kilo et qu'on en produit 100 tonnes, forcément, c'est très important de faire la chimie verte là-dessus. Après, je suis d'accord avec vous, il est très important aussi de réduire l'emballage et ça passe par justement la limitation de notre consommation de manière générale et repenser la manière dont on crée les médicaments. Comment on les fabrique, comment on fabrique l'emballage, comment on va les distribuer, etc. Donc, c'est plusieurs parties en fait. Et l'idée de la chimie verte, c'est comme vous avez dit, c'est une approche verte de toutes les chimies. On essaye de réduire tout ce qu'on peut réduire, mais dans le développement durable, la première chose qu'on vous dit, c'est éviter de consommer au mieux, parce que c'est ça qui va faire réduire le chose au final, en fait. Voilà. Alors j'avais juste vous donner un exemple. Après, en fait, dans les années 80, alors c'est une molécule qui s'appelle le fluoroglycinol, en fait, qui était produite à partir du TNT. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Trinitrotoluène, un explosif. Okay,
Vous êtes d'accord que, j'espère, en tout cas, moi, c'est inconcevable de faire travailler un étudiant avec une molécule comme ça, d'accord? Mais c'était produit à l'échelle de la tonne, ce produit-là. En fait, ils se sont rendus compte, alors ça, c'est des questions de sécurité, ok? Par contre, à partir du moment où les lois dont je vous ai parlé sont apparues, en fait, ils se sont rendus compte que le coût de traitement des déchets était plus cher que le coût de revient du produit. Bah, je vous assure que là, ils ont fermé. Donc, vous voyez qu'il y a un impact quand même, d'accord? En fait, je suis d'accord avec vous, hein. Moi, on n'a pas parlé de ça, mais on pourrait parler. En fait, on peut réfléchir sur tout. Moi, je pense que vous vous rendez tous compte, hein, qu'on a de plus en plus d'emballages. Nos poubelles sont pleines. C'est la folie quand vous faites. J'en suis conscient. Mais si on raisonne aussi par rapport à ce dont je vous ai parlé, les bioplastiques et toutes ces choses-là, si je peux le mettre dans un composteur et le recycler, effectivement, voilà, ça a un sens. Enfin, en tout cas, ça a plus de sens. Mais je rejoins Kathleen, consommons quand même, essayons de consommer moins. D'accord? Bon, vous avez parlé du point de vue du chimiste, qui nous fait pareil. Merveilleux. Mais après, il y a les industriels. Mmh. Et quand on parle des emballages, comme disait monsieur, ça, c'est pas vous. C'est l'industriel, le producteur, qui choisit, ou même après la revente, les médicaments, on en parle de temps en temps, les mettre au nombre de cachets qui sont nécessaires, par exemple, au lieu de voir tout de suite la boîte entière. Mmh. Ça, vous n'y pouvez rien. Ben, Quels ça, sont... c'est la chimie des matériaux. On n'en a pas parlé. Moi, je suis pas chimiste. En Oui. fait, Non, mais l'emballage, dire comment on choisit plutôt d'emballer à chaque fois un cachet, bon, ça se mmh, comprend, on comprend pour l'utilisation, la sécurité, etc., un emballage. Mais est-ce qu'on a besoin à chaque fois d'avoir une grande boîte de médicaments si on va en prendre 3? Voilà, ça, c'est l'industriel, le producteur qui choisit, ou les pharmaciens, ou nos politiques qui tout à fait. choisissent. Voilà. Et puis alors, quelque chose de complètement terre à terre, vous parlez des sachets compostables. Moi, je connaissais les sachets qu'on peut mettre dans le papier, quoi, dans des trucs comme ça. Mais Mmh. compostables, j'ai encore jamais entendu parler de cela, donc ça serait pas mal. À ce moment-là, on n'aurait plus besoin des sachets en papier, on mettrait tout dans ce Mmh. sachet en plastique compostable, et hop, on économise Bah, ça, encore c'est le quelque papier chose. dont je vous ai parlé, la publication dont je vous ai parlé. Mais on Voilà. n'a pas encore entendu parler. Ah oui, mais c'est 2024 ou 2025 là. Donc, mais ça veut dire que vous voyez, il y a encore de l'innovation. Moi, je vous parle de deux choses. Je vous parle d'un avenir durable, mais je vous parle aussi du point de vue du chimiste. Sur les emballages, moi, en tant que chimiste, réellement, j'ai aucun poids sur les industriels. C'est clair. Eux, ils vont choisir l'emballage qui est le moins cher, je pense, j'imagine, et ils vont conditionner ça de manière, c'est le pilier économique qui va parler, d'accord? Par contre, il y a des gens qui travaillent sur les emballages, ok? Il y a des physico-chimistes, des gens qui sont spécialistes de ça. Donc voilà. Encore une fois, le message, c'est pas, vous voyez, je veux pas que le message soit que sur la chimie pharmaceutique. Vous voyez, sur la production d'une molécule. En fait, il y a aussi des gens qui travaillent sur les emballages, sur les plastiques, sur tous ces. La chimie verte, c'est dans sa globalité. Elle englobe les différents types de chimie. D'accord? Voilà. Donc, il y a des choses qui sont faites aussi là-dedans. Mm. Merci. Pour ce qui est des sachets, et on le voit en faisant son marché, est-ce qu'on peut assimiler ce qui est marqué sur les sachets biodégradables et compostables? Est-ce qu'un Non. sachet qu'on a du marché, où on a mis des dates ou des bananes, il y a marqué sachet biodégradable, est-ce qu'on peut le mettre dans le compost, justement? Non. Ma réponse sera rapide, non. En fait, le souci, c'est que on utilise le terme biodégradable, mais en fait, il y a biodégradable et biodégradable. Il y en a 2 différents. Le premier, c'est biodégradable, effectivement, compostable, similaire, donc synonyme l'un à l'autre, où effectivement, vous pouvez vous mettre votre sac dans votre compost habituel et ça se décomposera naturellement. Il y a également le biodégradabilité industrielle, et là, en fait, vous devez le mettre dans le cycle de recyclage, justement pour qu'il soit mis et biodégradable. Il faut que ce soit dans des conditions industrielles, donc à des températures plus élevées que dans un compost naturel, ça peut mettre plus de temps, etc. Donc effectivement, vous avez 2 types de biodégradables. Et pour revenir sur les biopolymères, en fait, le terme biopolymère peut à la fois correspondre à biosourcé, biodégradable et les deux en même temps.
Donc c'est pour ça qu'il y a une question très ambiguë justement à ce sujet et c'est pas forcément positif pour les utilisateurs puisque du coup ils ne savent pas la différence. On fait en sorte qu'ils ne sachent pas la différence et voilà, c'est un peu le souci. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de conférence, essayer d'expliquer que il y a des petites nuances qui ne sont pas bien expliquées à tout le monde. Et effectivement, des biopolymères, ils sont pas toujours biodégradables ou pas toujours biodégradables dans les conditions compostables, on va dire. Donc effectivement, il y a un petit peu des petites nuances, quoi. Oui, par rapport à l'exemple dont je vous ai parlé, là, qui est très récent, en fait, le plastique, le sachet que vous prenez, vous vous souvenez, j'en ai discuté tout à l'heure, celui qui est rugueux, là, qui n'était pas très agréable. Hein. Alors ça, c'est aussi un message que j'essaie de transmettre. Hein, c'est si on veut aller vers un avenir durable comme ça, en fait, il va aussi falloir à un moment donné se dire on va être moins confortable. Actuellement, des polymères, on peut pas être plus performant que ça. Par contre, ils sont pas très biodégradables, pas biosourcés, ainsi de suite. Mais ils sont hyper performants, je vous assure, vous ne pouvez pas atteindre un niveau de performance au-delà. Donc ça veut dire que si on imagine des voies de synthèse autres, on sera forcément moins bon. Mais ça veut dire que nous, on doit l'accepter. D'accord ? Est-ce que tout le monde est prêt à accepter d'être moins confortable ? Ça, c'est une question aussi. Moi, je prends par exemple l'exemple du sachet en plastique dont je vous ai parlé. Moi, ça me va bien, mais j'entendais autour de moi, ah, c'est pas agréable. Il colle, voilà, il casse, donc il était moins confortable. Vous êtes d'accord qu'on ne les voit plus? Donc là, par rapport à l'innovation dont je vous ai parlé, l'innovation, c'est celui-là n'était pas compostable, il était biodégradable. D'accord? Par contre, là, ce dont je vous ai parlé, c'est qu'ils ont rajouté, en fait, ils ont été capables de rajouter une enzyme dans le matériau pour qu'il puisse être composté. Vous voyez, ça, c'est l'innovation. Et là, ce matériau-là, je peux le placer dans un compost domestique et il va se dégrader. Okay? Voilà, c'est juste l'exemple. Mais cette notion de confort, elle est vraiment très importante. Parce que moi, si je développe quelque chose, il y a des choses maintenant qui sont tellement performantes, je n'atteindrai jamais ce niveau de performance. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut? C'est ça la question. Première conférence après les municipales. Merci pour ce baptême du feu. Je pense qu'on peut les remercier et les applaudir. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la prochaine conférence avec un professeur en informatique qui nous vient directement de Paris, Pablo Rosi, pour parler des blockchains et de la crypto-monnaie. Merci beaucoup. Attends, je te les